Bonjour. C'est très formel, hein. On s'attendait à une petite table ronde avec des canapés en rond sur scène, et là on se croirait à l'Assemblée. Donc on dirait une commission d'audition parlementaire. Donc ça va être hyper sérieux, je vous garantis. Bonjour à tous, bienvenue, bonjour à toutes, bienvenue donc à l'UNESCO pour cette table ronde où je suis entouré de héros qui sont là, à qui on peut tout de suite dire un grand bonjour et applaudir. Alors, on m'a demandé d'animer cette table ronde aujourd'hui, et j'en suis très content. Vous remarquerez que ce n'est pas du tout grâce à mes compétences journalistiques, puisque ce n'est pas mon métier. Donc il est très probable que je confonde les prénoms, les noms, les entreprises, et que je ne respecte pas le timing qu'on m'a demandé de respecter. J'espère que vous serez sympas et que vous me pardonnerez, et vous aussi, mes chers collègues héros des temps modernes. On va y arriver, on est tous entre nous. Et j'essaierai autant que possible de vous donner aussi la parole, même si c'est très drôle d'appuyer sur les boutons des micros pour parler. Tout le monde ne pourra pas parler. Mais voilà, j'ai l'objectif que ça se passe bien, que tout le monde puisse s'exprimer et que vous puissiez vous aussi dire quelque chose. Il nous manque une personne qui ne pourra pas être avec nous, qui est Didier, qui est le fondateur des Restaurants dans le Noir, peut-être que vous connaissez, qui ne sera pas là aujourd'hui malheureusement, mais on a plein de gens ici, très intelligents et très engagés qui vont nous faire rêver aujourd'hui. On va parler de bascule, on va parler de transformation des modèles économiques par des gens qui l'ont fait et qui le font au quotidien et qui pour ça luttent contre des freins, des difficultés, des préjugés, des bâtons dans les roues parfois aussi, dans un système économique que j'ai l'habitude d'appeler par ailleurs un système leadership où on favorise le profit au détriment du reste, avec les conséquences qu'on connaît sur la planète. Et donc je suis là aussi parce que mon travail consiste à faire des conférences auprès des dirigeants pour leur expliquer qu'il faut passer du leadership au leadership, avec un petit switch qu'on appelle le leadership, où on arrête d'être au service du profit et de mettre en place des process pour maximiser le profit, de fabriquer des produits pour maximiser le profit, et de prendre les gens comme une ressource sur lesquelles on peut optimiser les coûts, et de faire l'inverse, et de mettre son entreprise au service de la planète pour la réparer, au service de l'humain pour le réparer, et de fabriquer des produits et des services qui sont la preuve de cet engagement. Et c'est le but des intervenants d'aujourd'hui. Je vais du coup avoir le plaisir d'accueillir ce matin Lucie. Lucie qui a fondé Too Good To Go, il faut appuyer sur le... Voilà. Ouais, voilà. Bonjour. Audrey. Bonjour. Thomas qui est parti là-bas. Ouais, merci Jean-Pierre pour cette brillante introduction. Alexis. C'est génial d'appuyer, merci. C'est top, hein. Bonjour. Et Laetitia. Bonjour. Jusqu'à présent, je ne me suis pas trompé de prénom. C'est miraculeux. On va parler gaspillage alimentaire. On va parler agriculture régénératrice. On ne parlera pas du coup de handicap, parce que Didier n'est pas là. On va parler menuiserie et éco-campus. On va parler salle de bain, cosmétiques et zéro déchet. Et on va parler Bicorp, perma-entreprise et entreprise à mission. Autant de sujets peut-être que vous avez entendus, lus ou vus par-ci, par-là, et qui sont aujourd'hui mis en action par nos intervenants. Alors je ne pourrais pas poser des questions à tout le monde, parce que j'ai beaucoup de questions et vous êtes nombreux. Je vais commencer par une question peut-être pour Lucie, Audrey et Didier. Et la première question, quand on veut changer le monde, quand on veut changer le modèle économique... Didier n'est pas là, effectivement. Je vais le rayer une bonne fois pour toutes. La question que je voulais vous poser, et peut-être que vous vous posez aussi, quand on veut changer le monde, à quelles difficultés on se heurte pour commencer? Peut-être Lucie, vu que tu es à ma droite, tu veux démarrer? Et te présenter peut-être? Oui, avec plaisir. Oui, je peux me présenter rapidement. Bonjour à tous, ravi d'être là, même si c'est effectivement un environnement assez formel. Mais c'est bien, on va jouer le jeu. Moi, je suis Lucie Bage, j'ai 30 ans. J'ai cofondé une boîte pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et donc avec Too Good To Go, qui est à l'origine une application mobile, on connecte les commerçants de quartier qui ont des invendus en fin de journée à des consommateurs comme vous et moi, pour nous permettre à tous de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc on est vraiment parti du constat qu'aujourd'hui on jette 40% de ce qu'on produit sur la planète. Je ne sais pas à quel point vous êtes au courant de ce chiffre, mais moi la première fois que j'ai entendu ce chiffre, je me suis dit que c'était impossible que ce soit vrai d'abord, et quand j'ai compris que c'était vrai, d'accepter ça.
Et donc, d'où l'idée de créer une entreprise pour essayer de faire changer les choses et de permettre à chacun d'entre nous d'avoir des actions concrètes de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, d'où l'idée de l'appli. Et aujourd'hui, on fait bien d'autres choses pour justement changer les mentalités. J'en profite pour répondre un peu à ta question. Pour moi, une des plus grosses problématiques, un des plus gros enjeux pour changer le monde, c'est qu'on s'est tous inscrits dans des habitudes qui manquent de sens, et donc on doit changer les habitudes, on doit réapprendre à avoir des quotidiens de vie qui font plus de sens, on doit réapprendre à rêver des vraies choses plutôt que de choses factices qu'on nous a décrites comme étant incroyables. Et donc avec Too Good To Go, c'est ce qu'on fait aussi. On se dit qu'on ne peut pas s'arrêter à juste sauver des paniers de produits invendus au quotidien. On a envie d'aller bien plus loin et on implique toute la société dans un changement de conscience en profondeur. Donc aujourd'hui, on sauve plus de 300 000 repas chaque jour dans 17 pays. On a 1200 collaborateurs qui sont engagés à réduire le gaspillage alimentaire au quotidien. Mais on travaille aussi vraiment avec les 4 piliers qui nous permettent d'impacter la société en profondeur, que sont les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entreprise, on a un vrai rôle sociétal à jouer. T'en parlais un petit peu, mais c'est comment est-ce qu'on n'est plus dans l'ancien monde où l'entreprise fait de l'argent et l'association essaye de faire le bien, mais qu'on a des vraies entreprises à mission qui font changer les choses via un modèle économique. On travaille bien sûr sur comment est-ce qu'on change les mentalités dans nos foyers. Chacun d'entre nous, en tant que consommateur, on est finalement responsable de 30% du gaspillage alimentaire. Et donc, c'est comment est-ce que on sensibilise les gens à réapprendre à comment est-ce qu'on organise son frigo, à quels légumes on a besoin de ranger à côté de quels fruits pour ralentir le fait que les fruits mûrissent trop vite. De réutiliser son congélateur, de ne pas aller faire des courses quand on a hyper faim. En fait, toutes ces petites habitudes qui sont très simples et que nos grands-parents connaissaient très bien, mais que nous, on a un peu oublié et qu'on est tombé dans une surconsommation, ce qui fait qu'on jette énormément chez nous aussi. Puis les 2 piliers aussi, faut que je finisse. Non, mais j'ai déjà totalement raté mon intro à la base, donc à la limite... on y va alors. Je vais tous vous présenter plus, vous allez vous présenter, mais donc, on rentrera dans le débat ensuite. Et donc juste pour finir, effectivement, donc, en plus du pilier entreprise et consommateur, on va plus loin en travaillant vraiment avec les pouvoirs publics. On se dit que nous, on peut construire les bonnes pratiques en tant que consommateur, en tant qu'entreprise, mais que derrière, il y a une réglementation à mettre en place pour que tout le monde s'y mette. Et le dernier pilier, bien sûr, quand on veut changer les mentalités en profondeur, c'est celui de l'école. L'idée, c'est vraiment de commencer par les enfants qui, aujourd'hui, vont se retrouver dans des enjeux assez terribles. Et c'est comment est-ce qu'on les équipe pour pouvoir répondre à ces problématiques auxquelles on est confronté. Et donc, typiquement, on a créé un kit pédagogique complet pour permettre aux professeurs des écoles de parler d'anti-gaspi aux élèves, à la fois dans la salle de classe et dans la cantine scolaire. Et donc, l'idée, c'est vraiment à la base, on a construit une application mobile. Et en fait, devant le succès et l'engrainement des utilisateurs et des partenaires commerçants, on s'est dit qu'on avait le devoir aussi d'aller plus loin et de vraiment travailler sur les changements de mentalité en profondeur, ce qui pour moi est essentiel à changer le monde de manière plus large. Voilà. Merci Lucie. En transition très logique, d'un côté il y a le gaspillage alimentaire et il y a aussi la production alimentaire, et donc je crois que la transition est parfaite pour vous présenter et qu'elle se présente elle-même. Audrey, qui a cofondé Hectare. Bonjour à tous. Donc effectivement, le lien est assez évident puisque 95% de ce que nous mangeons provient des sols agricoles et que quand je regarde notre pays, la France, la moitié de notre territoire, ce sont des terres agricoles, 30% de la forêt. Donc quand on parle de lutte contre le changement climatique, de savoir comment on va mieux manger, il faut prendre soin de nos sols. Aujourd'hui, on a 25% de nos sols en France qui souffrent, qui risquent d'être moins productifs demain. Et donc l'agriculture régénératrice, c'est de partir du principe qu'il faut prendre soin de nos sols pour qu'on puisse continuer à se nourrir sainement. Et l'autre défi qu'adresse Hectare, qui est une association que j'ai fondée, c'est de trouver les talents. Je pense que si je faisais un sondage dans cette salle, peu d'entre vous seraient à même de projeter un visage, un rôle modèle sur un portrait de ce que serait l'agriculteur d'aujourd'hui et de demain. Tout le monde sait me citer le nom de chefs d'entreprise, de grands chefs de cuisine, et on doit attirer des talents parce qu'on va avoir 160 000 fermes à reprendre dans les 5 ans en France. Ce qui veut dire par rapport au défi, pour répondre à la question qui était posée, moi, ma vocation chez Hectare, c'est d'apporter de la reconnaissance pour attirer des talents à des super entrepreneurs. On part du principe que l'agriculteur, c'est un entrepreneur, mais un entrepreneur du vivant dont les transitions s'inscrivent dans des pas de temps. Donc le grand défi, c'est de penser des modèles pour ici et maintenant, alors que quand je suis un agriculteur, quand on me parle de 2050, et que je suis par exemple dans des modèles de céréales, j'ai 27 semis, 27 moissons.
Donc je n'ai pas un modèle qui est dans un processus de renouvellement permanent. Et donc faire la transition, c'est cette réconciliation des pas de temps du vivant face à des modèles d'investissement et des modèles économiques qui ont été plutôt structurés sur une économie un peu standardisée. Et que quand je veux prendre soin des sols, de la planète et de mon métier et créer de la valeur pour bien vivre en étant agriculteur, mais je dois énormément diversifier mes cultures. Donc ça met en jeu toutes les chaînes de stockage, de logistique qui se sont bâties sur des massifications des flux, une certaine standardisation des variétés. Et donc vouloir régénérer l'agriculture, régénérer le métier d'agriculteur, c'est gérer de la diversité, de la complexité et trouver les financements pour le faire. Aujourd'hui, on va passer d'un modèle, pour conclure, historique de transmission familiale de nos fermes à des modèles où il faut reprendre un foncier, donc investir dans la terre, changer de métier, puisque créer de la valeur, c'est peut-être transformer des produits sur sa ferme, faire de la vente directe, faire de l'agrotourisme, faire des énergies vertes. 70% de nos fermes en France vont produire des énergies d'ici 2050. Donc le métier va complètement changer. Il faut se financer et repenser toute la chaîne de valeur. Donc Hectare, c'est cette vocation d'accompagner ces transitions. Et le vrai choc, c'est le pas de temps. Voilà, moi je le dis souvent aux investisseurs, quand vous investissez dans des secteurs dits d'agritech, on ne peut pas gérer une finance à court terme. Puisque, comme je vous l'ai dit, le vivant, c'est au moins pour eux, régénérer un tout petit peu un sol en dessous de 10 ans, on ne sait pas faire. Donc, il faut avoir l'humilité dans ces métiers de ce temps plus long. Merci beaucoup, Audrey. Effectivement, tu as mentionné l'agriculture régénératrice. Il y a une dimension peut-être, je ne sais pas si vous êtes au courant, que le sol des agriculteurs peut stocker énormément de carbone. Et dans un contexte de changement climatique que vous connaissez bien, l'importance capitale du sol pour stocker du carbone qu'on a en excès dans l'atmosphère est très important. Ce qui me permet de faire un lien plus ou moins capillotracté avec le carbone et l'impact carbone, notamment des déchets qu'on produit avec tout ce qu'on consomme. Et comment est-ce qu'on fait pour réduire ces déchets? Et il y a quelqu'un dans cette salle qui est à ma gauche, qui s'appelle Laetitia, et qui s'est attaqué aux déchets de notamment nos salles de bain. Laetitia, est-ce que tu veux nous présenter l'Amazona? Très belle pirouette, Nicolas. Alors le projet l'Amazona, il est né il y a 12 ans avec une idée toute simple, c'était remplacer les cotons à démaquiller et le flacon de démaquillant par des lingettes que l'on peut réutiliser et qui fonctionnent juste avec de l'eau. Et ces lingettes, donc j'ai commencé à les mettre sur le marché et je les proposais dans un joli petit coffre en bois, mais je les mettais dans un sachet en plastique, puisqu'on met tout dans du plastique pour des raisons d'hygiène. Et un jour, j'ai acheté 10 sachets, 100 sachets, 1000 sachets en plastique se sont retrouvés sur mon bureau à cause de mon idée écologique. Donc la nuit suivante, j'ai eu du mal à m'endormir. Le lendemain, les sachets plastiques ont disparu et ça a donné la ligne de mire de l'Amazona qui allait être d'arriver vraiment à zéro déchet dans la salle de bain. Donc je ne suis pas chimiste de formation, du coup je me suis mise aucune barrière et on a été les premiers à proposer du dentifrice solide et du déodorant solide. Donc si vous l'achetez en vrac, à la fin de l'utilisation du produit, il n'y a vraiment plus aucune trace de votre utilisation sur la planète. Et on arrive aujourd'hui à une gamme d'une 60aine de produits qui permet de faire complètement disparaître la poubelle de la salle de bain, sachant que l'enjeu est fort sur ces déchets-là, puisque la poubelle de la salle de bain est beaucoup moins triée que celle de la cuisine. On n'est déjà pas parfait sur celle de la cuisine, mais dans la salle de bain, c'est encore pire. Et tu as construit, je crois, un écolieu. Oui, alors on était basé sur Paris, entre Paris et Montreuil. On avait une boutique dans le 10e, n'est-ce pas, chers voisins? Et on a déménagé dans la Drôme il y a 4 ans et demi. La Drôme, c'est le premier territoire en bio en France, avec une idée qui était d'aller encore plus loin. Donc les déchets de la salle de bain, évidemment, c'est notre métier. Donc ceux des bureaux et de la logistique, on les gère très bien. Mais par contre, la poubelle de la cuisine se remplissait jour après jour des emballages de McDo ou du kebab d'à côté. À Mairie de Montreuil, vous savez qu'il y a tout ce qu'il faut à disposition. Et on avait beau fournir des sacs à vrac et autres aux équipes, ça ne fonctionnait pas. Donc l'idée était de remplacer les tickets restaurants par un jardin en permaculture pour alimenter un restaurant d'entreprise, pour alimenter l'équipe. Et ce projet, il est en train de prendre vie dans la Drôme. On a poussé le concept encore toujours plus loin en créant un bâtiment à énergie positive, qui est notre nouveau siège social. On y est depuis 6 mois. Et je peux vous dire qu'on n'avait pas de clim cet été dans les bureaux. Pourtant, il a fait plutôt frais. Et là, on a du chauffage avec une chaudière bois, avec les plaquettes de la scierie qui est juste de l'autre côté de la clôture. Et il fait très bon. Donc ça fonctionne. Merci. Et cette transition parfaite d'un écolieu à un éco-campus, à un campus un peu hybride avec Alexis qui a cofondé Ulteria, qui est un écosystème hybride qui veut réconcilier l'homme et le vivant et dont tu vas nous parler plus en détail pour qu'on comprenne. Ok.
Merci. Bonjour, Alexis Nollet, cofondateur d'Ulteria avec mon associé Sébastien. Moi, je crois que dans le panel, je suis comment dire, je viens d'une entreprise très classique. Moi, l'entreprise a été fondée en 1960, donc l'économie tout à fait classique. Et notre chemin, une boîte qu'on a rachetée en 2006 et qu'on a transformée petit à petit. Et c'est le monde industriel, hein, c'est des usines avec des ouvriers, etc. Et comment notre chemin de chez Ulteria, ça a été comment est-ce que de cette personne morale, de cette entreprise classique, on l'engage dans l'économie régénérative. Et pour nous, c'est passé par un chemin via l'écologie intégrale. C'est assez proche de RSE, hein, c'est économie, sociale, environnement, tout est lié. Et arrêtons les entreprises de ne s'occuper uniquement de la création de valeur en euros, en pépettes, mais également il y a la valeur sociale et la valeur environnementale qui sont hyper importantes, et tout est fait pour que si on ne s'occupe que de la valeur économique, on crée forcément une dette sociale et forcément une dette environnementale. Voilà. Donc de ce constat-là, on a essayé un petit peu comme on est industriel, on a essayé un peu de le matérialiser, ce concept d'écologie intégrale, de RSE, etc. Et on a acheté un terrain de 10 hectares dans les vignes, en périphérie d'Auxerre, sur lequel on a installé une ferme pour la connexion au vivant. Donc on a une chèvrerie. De l'autre côté, il y a une usine qui est toute neuve, qui a été construite dans un principe de cradle to cradle, du berceau au berceau. C'est-à-dire que quand on conçoit un bâtiment, on fait en sorte que le jour, on pense déjà à sa démolition, sa déconstruction, et que ça devienne plus une banque de matériaux que quelque chose qui part à la benne. Le bâtiment est un des principaux pourvoyeurs de déchets. Voilà, donc une autre manière de construire. Au centre de tout ça, il y a une école Montessori qui est aussi axée sur le vivant. Et puis une maison citoyenne, une maison de la transition, qui est destinée aussi à former le citoyen, les publics, etc., à ce qu'est la transition et ses conséquences. Voilà, tout ça dans un milieu très rural. Nous, on voulait changer le monde au départ, et puis on s'est dit que changer notre monde, ce serait déjà pas mal. Donc on est sur notre territoire et on essaie en tant qu'entrepreneur d'avoir un impact positif sur notre petit territoire. Merci Alexis. Et en dernier intervenant à ma gauche, j'ai un utopiste. On a parlé d'engagement, on a parlé de vouloir changer le monde. Thomas, tu te définis toi-même comme un utopiste et tu travailles chez Norcis, une entreprise que peut-être vous connaissez, qui est à l'origine du concept de perma-entreprise, un peu comme la permaculture, mais version entreprise, dont tu vas nous parler un peu plus. Et tu es aussi coprésident du B-Lab, l'association, ou je crois que c'est une association qui distribue, entre guillemets, qui gère les labels B Corp, que vous connaissez certainement, j'imagine. Thomas, est-ce que tu peux en dire quelques mots? Ouais, et je vais essayer de faire le lien avec ta question initiale. Juste avant, je voudrais vous faire un petit exercice. Qui dans cette salle pense que pour réussir une bascule, il vaut mieux commencer par une forme de radicalité plutôt que des petits pas? Ah. Donc une minorité. C'est intéressant, on va essayer de faire changer d'avis les 2 tiers de la salle. Je pose cette question parce que je trouve que ce qui se dégage beaucoup de vos 4 interventions, chers amis, c'est qu'en fait, bien souvent, pour réussir à opérer des bascules, ce que vous faites, enfin voilà, quand Laetitia, tu racontes l'exemple à Montreuil, je l'aime beaucoup, on voit bien qu'il faut une forme de radicalité dans l'approche. Parce que quand on commence par des petits pas sans avoir une vision très ambitieuse et qui offre un cap qui puisse être motivant, en fait, ça ne marche pas. C'est scientifiquement prouvé, hein, le cerveau humain n'est pas fait pour le changement. Donc quand par exemple on prend la gestion des déchets, je pense que tout le monde l'a vécu ici, vous voulez mieux trier vos déchets, vous galérez à le faire, la famille ils n'ont pas envie, donc en fait il faut un vrai projet derrière. J'expliquerai peut-être avec des exemples sur ce qu'on a fait chez Norcis, mais vous voyez dans tous les cas, que ce soit Alexis, Lucie, Audrey ou toi Laetitia, je trouve que c'est ce qui fait que ça marche. C'est qu'il y a une vision qui est assez ambitieuse, pour ne pas dire radicale dans certains cas, et c'est ce qui permet de justifier ou de donner envie à faire des petits pas. Si j'en viens à mes déchets, que je dis tiens allez on se met tous à mieux trier nos déchets, ça va vous casser les pieds et puis votre frein au changement, vos freins au changement, et c'était ta question Nicolas, ils vont être énormes. Si je vous dis on vit ensemble dans une collectivité qui est pourrie par les déchets, ça traîne de partout, on va se lancer ensemble dans un quartier où il n'y en aura plus et grâce à ça on va réintroduire du végétal, on va mettre des parcs, etc. Je suis assez persuadé que vous aurez un petit peu plus envie de vous y mettre. En fait c'est ça je trouve le trait commun de tout ce que font nos 4 héros ici, et chez nous, chez Norcis, on avait envie d'engager ça.
après de passer par des étapes comme la certification B Corp, le fait de devenir société à mission, depuis 2013 exemplaire en RSE, tout ça c'est bien beau, mais en fait c'est certainement pas une fin en soi. Et je vais être bref dans le propos pour cette première question, en disant une seule chose, c'est que depuis 30, peut-être même 50 ans qu'on parle de RSE, de développement durable, vous avez les 3 piliers, hein, c'est People, Planet et Profit. Qu'est-ce qui se passe? C'est que depuis 50 ans, on fait un peu de People, un peu de Planet, histoire de limiter la casse, et puis en fait, on fait surtout du Profit. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, c'est pas assez radical, et ça n'engage aucune bascule, aucune. Nous, ce qu'on a essayé de proposer avec le modèle de perma-entreprise qui fait l'objet d'un livre avec une méthode, etc., donc j'y reviendrai, c'est qu'on change complètement ça. Le logiciel qui fait fonctionner le modèle est plus le même. Maintenant, c'est People, c'est Planète et c'est Limite, le 3e pilier. C'est fixer des limites. Et c'est pas l'un puis l'autre, c'est les 3 indissociables de façon continue, perpétuelle. Ce sont les fondements de la permaculture. Et c'est de ça dont on s'est inspiré pour développer un nouveau modèle d'entreprise qui se base intégralement sur ces piliers. Alors je pourrais donner des exemples, mais vous comprenez bien que dans les modes de décision, dans l'accompagnement de l'évolution des collaborateurs, de nos métiers, passer de la logique profit à la logique limite, c'est une inversion complète du mode de fonctionnement et c'est ça qui aide à faire une bascule. Merci beaucoup. Du coup, j'ai un peu évacué la question première, mais je pense qu'elle mérite peut-être un peu d'être reposée. Quand vous avez démarré, avec des idées plein la tête, est-ce que l'un de vous a connu vraiment un obstacle, un truc qui lui semblait indépassable, impossible, que ce soit trouver des fonds et convaincre des investisseurs que le projet valait le coup, alors que la rentabilité n'était pas au rendez-vous initialement, ou des oppositions carrément des acteurs établis, ou est-ce que vous avez des aventures à nous raconter? Parce que peut-être que dans la salle, des gens veulent monter aussi quelque chose qui veut changer le monde, mais en fait la réalité du monde dans lequel on vit, c'est rentabilité, capitalisme et profit à court terme. Comment vous avez dépassé ça? Est-ce que l'un de vous a envie de partager? Allez, je démarre. Oui, clairement, je pense que quand on se lance, il y a énormément d'obstacles. Et moi, j'ai un peu la technique du verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, de plutôt voir les opportunités que de me laisser envahir par les obstacles. Typiquement, en termes d'exemples concrets, moi, au début, j'ai pris mon vélo et j'ai arpenté les rues de Paris, de Lille pour convaincre les premiers commerçants de rejoindre, de ne plus accepter de jeter leurs produits en fin de journée et d'accepter qu'il y avait des solutions pour ça. Et en fait, beaucoup d'entre eux, l'argument que j'avais le plus, c'était non mais en fait, ça fait partie de mon métier de jeter. Ça fait 20 ans que j'essaie de trouver des solutions pour avoir des associations qui viennent récupérer mes produits ou pour gérer mieux le nombre de produits que je produis tous les jours. Et finalement, les gens, s'ils n'ont pas la baguette aux graines le soir quand ils arrivent à 19h30, une demi-heure avant la fermeture, c'est un drame. Donc en fait, il faut que j'ai des baguettes aux graines et des baguettes tradition et des baguettes classiques jusqu'à la fin de la journée. Donc forcément, j'en jette une partie. Et par contre, les associations, quand on leur demande de venir en plein milieu d'une ville à 20h pour récupérer mes 3 sandwichs, 2 tartes et 4 pains au chocolat, ça ne les intéresse pas et finalement, elles ont bien raison de ne pas se déplacer. Et donc finalement, ils étaient un peu installés dans une habitude où malheureusement, je vais devoir jeter tous les soirs. Donc il a fallu déconstruire un peu ça en se disant, si en fait, il y a des façons de mieux faire, et d'où l'idée de Too Good To Go, mais c'est une idée comme une autre en fait, c'est plus essayer de ne pas accepter ce qu'on a toujours fait et d'être vraiment cohérent dans ses valeurs et de dépasser en fait les habitudes qu'on a prises. Et l'autre réflexion que je voulais partager, c'était aussi que typiquement légalement, souvent on a des soucis aussi parce que quand on essaye d'innover, ça rentre dans aucune case. Et ça, c'est aussi un point bloquant pour beaucoup. Nous, typiquement, ce qu'il a fallu faire avec Too Good To Go, c'était pour pas rajouter du travail aux commerçants, on a le principe de panier surprise qui fait qu'au lieu de répertorier exactement les produits qui leur restent en fin de journée, ils disent juste, voilà, on a l'équivalent de 4 paniers surprises et ils répartissent leurs invendus en 4 paniers. Et donc moi, la promesse, c'était, vous allez voir, ça va être aussi simple que de jeter. Au lieu de tout mettre dans un grand sac poubelle, vous allez le répartir en 4 paniers qui auront déjà été payés en ligne et les utilisateurs passeront les récupérer 10 minutes avant la fermeture. Sauf que ça, malheureusement, ça revient à faire de la vente de produits sans dire exactement ce que vous récupérez. Et donc, les ingrédients ne sont pas présents, les allergènes, etc.
Et donc, moi, dans les premières semaines, j'ai eu un coup de fil de la Direction Générale des Consommateurs, la DGCCRF. J'ai jamais exactement les lettres dans le bon ordre, mais c'est la DGCCRF qui m'a expliqué qu'un concept de panier surprise d'invendu, ça n'avait aucune, il n'y avait pas de contexte juridique, et donc il fallait arrêter ce que j'étais en train de faire. Et c'est typiquement à ce genre de moment qu'on se dit bon, je vais juste raccrocher et continuer de faire ce que j'étais en train de faire. Et finalement, on va avancer tellement vite et notre concept, il est tellement vertueux qu'il y a un moment, ils ne pourront plus arrêter ce genre de choses et qu'aujourd'hui, je n'ai pas du tout les sous pour payer un avocat ou pour aller creuser ces sujets juridiques. Et donc, je le ferai quand j'aurai grandi, puisque de toute façon, si ça se trouve, dans 6 mois, on n'existera plus. Donc, je ne vais pas passer mes 6 prochains mois à trouver quel est le contexte juridique nécessaire qui me permet de continuer. Et donc, c'est à ce moment-là que, quand je dis parfois, il faut un peu juste ignorer les obstacles et juste continuer à avancer en mode bulldozer. Et finalement, ça nous a plutôt bien servi. Et aujourd'hui, la DGCCRF, ils ont à cœur de nous aider à trouver des solutions pour qu'on puisse continuer à faire profiter un maximum de monde de la solution plutôt que de nous mettre des bâtons dans les roues. Et donc, et je pense que voilà, parfois, il faut juste aussi un peu ignorer et savoir raccrocher au bon moment et continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Voilà, pour la petite anecdote. Dans la limite de la loi, bien sûr. Audrey ? Non, mais je crois que c'est la définition même d'être entrepreneur. Moi, je l'ai trouvé, parce que je n'étais pas entrepreneuse avant de fonder Hectare, c'est être absorbeur de choc et diffuseur de confiance. Je n'ai pas trouvé mieux. Et effectivement, on se prend tous les jours des chocs quand on va, et je partage ce qu'a dit Thomas, dans une certaine radicalité, parce que les transitions ont besoin de ça. Et moi, où je me suis heurtée, c'est à l'imaginaire, encore une fois, très collectif du visage de l'agriculteur. J'ai eu une très forte résistance des syndicats en place en disant Hectare détourne les agriculteurs de leur vocation nourricière. Factuellement, installer demain un nouvel agriculteur dans notre pays, il ne peut pas vivre sur les modèles économiques actuels, il n'y a pas assez de création de valeur. Donc de dire qu'il doit transformer ses produits, faire des énergies vertes, peut-être demain collecter des déchets verts, nous on le fait pour la cantine du village sur notre site, pour faire du compost, etc. C'est un acteur de son territoire. Mais dans l'imaginaire collectif, on m'a dit, mais en fait, tu vas détourner des agriculteurs de leur métier premier. Pas du tout, en fait. Moi, je considère que c'est un entrepreneur qui a plein de choix devant lui, qui est un acteur de la transition. Et peut-être plus que dans d'autres secteurs, on projette encore une fois un portrait robot-type de ce qu'est un agriculteur, alors que demain, il va prendre plein de visages. Donc moi, je me suis cognée très, très fort à un imaginaire collectif, avec des modèles un peu préétablis, et nous on sort des cases. Je pense que quand on fait une transition, on sort forcément encore de ça, et encore une fois, des industriels ou des chaînes de valeur qui ont été plutôt conçues sur une massification flux, donc on bouleverse l'ordre établi. Je pense que quand on prend le temps, comme on le dit, d'avancer, de continuer sur ce qu'on pense être juste et bien, on arrive à trouver ces leviers. Moi, je fais pareil, je transforme tous les jours des menaces en opportunités. Donc, c'est assez incroyable de voir que quand on se donne cette peine-là, ça fonctionne. Et en même temps, je reprendrai ce qui a été dit aussi par Thomas, je pense que quand on parle tout à l'heure, tu as dit on stocke du carbone, quand on parle de la décarbonation, de l'assiette bas carbone, on n'a pas d'imaginaire collectif positif en image. Et en fait, ça ne sera pas moins bien, en fait. Ça sera vachement mieux, mais on a du mal, en fait, à se projeter collectivement vers des images positives de ce que ça va être, cette transition-là. Et je pense qu'on a besoin de faire appel à cet imaginaire sur des sujets, je le vois, des paysages. Remettre de l'agriculture diversifiée va changer nos paysages. Et on est tous attachés à nos paysages. Moi, je suis en zone périurbaine de Paris, on a 600 hectares, 300 terres agricoles, j'ai remis un élevage. Oui, j'ai créé... Le plus grand changement, c'est de passer d'un paysage de céréales à une prairie avec des animaux. On recrée un flux qui n'existait pas dans ce village-là. Demain, on va peut-être mettre des légumes, il me faudra peut-être une serre. Et là, les mêmes citoyens, cette schizophrénie qui veulent un circuit court du local, on vient perturber un paysage existant. Et la nature en partage va être en tout cas demain un véritable enjeu d'accepter ces pas de côté et de voir des choses qui nous semblaient peut-être immuables évoluer positivement. Et ça, voilà, c'est un peu ce côté sociologique presque sur lequel je me suis fortement cognée en menant ce projet. Merci pour vos témoignages. Juste avant de te donner la parole, Laetitia, qui a du gel douche et du shampoing normal dans sa salle de bain? Levez bien la main. Ok, il y a encore du travail. Du coup, quand tu t'es lancé du coup, dans un marché où tout le monde achète son gel douche et son shampoing comme avant, comment tu as fait finalement pour dépasser ça? Alors, je vais avoir une question complémentaire. Qui sait ce qu'est une coupe menstruelle? Ok, les filles, on est bon. Les garçons, pas tout à fait. Bon, vous n'êtes pas dans le cœur de cible.
On a eu une petite surprise. Donc les coupes menstruelles, ça permet de remplacer les serviettes hygiéniques et les tampons, qui sont des solutions jetables et de plus en plus propres, mais il y a plus d'une dizaine d'années, très cracra, puisque les compositions n'étaient pas partagées sur les emballages des produits. Et donc on était parmi les premiers à les présenter en France. C'était très connu aux États-Unis, mais pas trop par chez nous. Donc on a fait une belle communication autour de ce nouveau produit qui en plus apporte un confort incroyable aux femmes, etc. etc. Et on a fait pas mal remuer les choses, un peu trop de bruit. Et un jour, on a vu une étude scientifique non finalisée émerger partout dans la presse avec un titre choc mettant à mal la coupe menstruelle. En réalité, si vous lisiez les chiffres présentés dans ce fameux article, les tampons, les serviettes et les cups étaient tous sur la même lignée. Mais comme on faisait beaucoup de bruit avec ce produit, qui est un produit que vous achetez une fois, 26 €, que vous gardez pendant 10 ans, plutôt que 5 € de protection hygiénique tous les mois, donc vous désemplissez les consommatrices des rayons des supermarchés. Mais on a les... Bon, je ne peux pas les citer ici. On a les grands qui se sont emparés de cette semi-étude scientifique et qui en ont fait un buzz complet dans tous les médias. C'est même passé à la télé, etc. etc. avec donc des ventes de coupes menstruelles qui ont plongé d'un seul coup. Il a fallu un peu de boulot pour redresser la barre. On a réussi, heureusement, mais on ne s'attendait pas à avoir fait bouger un petit peu trop le cours de l'eau. Il faut appuyer à chaque fois, c'est une discipline. Merci. Alexis ou Thomas, quand vous avez démarré vos activités, vous avez aussi des freins qui vous ont tout de suite empêché d'avancer. Vous vous dites, mais comment on va faire? Ou ça s'est passé plutôt facilement? Moi, c'est surtout ces 3 dernières années là que ça se complique. Je vous dis, moi, nous sommes industriels. On produit de l'agencement écologique. On a vraiment un produit qui est vertueux. Néanmoins, on utilise de l'énergie. Et là, c'est tout bête. C'est en ce moment le coût de l'énergie qui a triplé, décuplé, etc. Pour n'importe quelle industrie, ça n'a pas l'air trop de bouger en France. Ça a bougé en Allemagne, en Espagne, au Portugal. En France, après le quoi qu'il en coûte, c'est ça. Et ben là, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas s'ils vont laisser l'industrie mourir ou pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a aucune usine qui peut se permettre un x3, un x10 sur son. Et y compris, moi, je n'ai pas de four. C'est pas la majorité de mes charges fixes. Mais néanmoins, donc ça, des choses comme ça, il faut être dans un certain abandon, une certaine confiance, parce que c'est le frein. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner l'année prochaine, mais ça me laisse très perplexe. Absorbeur de choc, diffuseur de confiance et équilibriste dans l'incertitude. Exactement. Donc c'est ça. Ouais. Ça c'est quelque chose que j'ai appris et que nous avons appris à développer là, chez Ulteria. C'est la capacité à réagir et qui du coup a des impacts sur le management. Ceux qui ne sont pas engagés, enfin, il me semble, les entreprises qui sont restées dans quelque chose de très pyramidal, assez classique, vu les enjeux actuels entre, on a eu le Covid, l'inflation, là l'énergie, la guerre, etc., etc. Ça se coupe pas mal, c'était prévu, mais là maintenant la sécheresse de cet été, ça se coupe pas mal. Et si on veut que nos boîtes, le dirigeant ne peut pas faire tout seul, il faut que les équipes elles soient, et ça le préalable c'est avoir du sens dans sa boîte, donc savoir pourquoi en 2 mots on bosse, parce que sinon les équipes on les perd. Donc hyper important d'avoir travaillé ça. Et puis la subsidiarité, c'est celui qui fait, qui sait, et non pas le grand chef qui ne sait pas trop ce qui se passe sur le terrain. Donc nous, on a beaucoup travaillé ça chez Ulteria, ce qui nous aide en ce moment à réagir le plus rapidement possible à toutes les secousses qui sont ressenties. Je répète, surtout quand on est dans un milieu plutôt assez traditionnel, on n'est pas une start-up, on n'est pas que dans les services, etc. C'est des ouvriers, des designers, des acheteurs, etc. C'est assez classique finalement. Et dans un contexte justement de guerre en Ukraine, d'inflation, où tout va mal, Thomas, est-ce que quand tu brandis ton drapeau de la perma-entreprise, tu passes pas pour un fou furieux ou un hippie, où on te dit t'es mignon avec tes concepts, mais ta perma-entreprise elle coûte trop cher, elle rapporte moins, on est déjà hyper tendu sur les prix, on n'a pas de marge de manœuvre, enfin je pense que c'est des choses qu'on a tous entendues plus ou moins. Comment tu restes droit dans tes principes face aux réalités? La preuve par l'exemple, on est obligé de passer par là. Je t'ai pas vu lever la main sur la question sur le shampoing. T'en as toi dans ta salle de bain? J'en ai plein, mais c'est des produits particuliers. Ah, ouais. Okay. Tu me donneras tes conseils.
Bon, plus sérieusement, en fait, quand on arrive avec une idée disruptive, voire un peu radicale, pour les mêmes raisons que j'évoquais tout à l'heure, il est clair qu'au début, on passe pour un fou furieux. Ou en tout cas qu'on fait peur. Ça, c'est clair. Et dès que vous le faites à une certaine échelle, donc par exemple chez nous avec 700 personnes et puis l'écosystème autour, vous vous doutez bien qu'au début, qu'est-ce qu'il nous raconte avec cette histoire de perma-entreprise, quoi. De fait, je crois que la meilleure stratégie qui vaille, c'est de réussir à identifier les quelques personnes que vous avez réussi à embarquer avec vous et d'être à fond avec eux. Je vais donner des exemples. Au-delà même du modèle, je vais être sur un exemple plus concret, je terminerai sur le modèle plus largement ensuite. Sur la stratégie climat. Quand je suis arrivé chez Norcis il y a 5 ans, après 10 ans de conseil en RSE, développement durable, j'ai très vite proposé qu'on monte le niveau d'ambition sur la stratégie climat, qu'on passe d'une logique de compensation par les arbres à une logique de contribution par le soutien à la transition agricole de ferme. Quand j'ai raconté ça à mon codir, ils m'ont regardé avec des yeux, mais qu'est-ce qu'il a fumé lui avant de venir? Enfin vraiment, c'était assez drôle. Et de fait, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas voulu, parce que ça coûtait plus cher, ça demandait du temps. Donc en fait, j'ai commencé par mener des petites actions dans l'entreprise avec des salariés motivés. Et puis de fil en aiguille, on s'est retrouvé à 120 au sein d'une communauté d'actions très libres sur l'environnement. Ils ont halluciné. Et puis on a commencé à avoir des candidats qui débarquaient en entretien en disant « moi je veux venir chez vous pour ça ». Et puis aujourd'hui, je pense que plus d'un recrutement sur 2, c'est grâce à ça. Donc en fait, la preuve a été tellement forte que depuis, je peux vous assurer que quand je propose un truc au codir sur le climat, maintenant il n'y a plus trop de questions, vas-y à fond. Au contraire, c'est en train de devenir une vraie valeur ajoutée pour recruter, en particulier sur un marché super tendu. Je prends un autre exemple, c'est une vraie anecdote, une belle anecdote. Ça faisait 2 ans que j'essayais de bouger avec le CSE sur l'évolution de mon plan épargne entreprise, puisque j'avais découvert qu'en fait on soutenait par ce qu'on appelle l'investissement socialement responsable des projets qui n'avaient pas grand-chose de responsable. Donc ça me gênait beaucoup, notamment au regard de ce qu'on porte comme conviction, vous le comprenez maintenant. Donc je suis arrivé au CSE, je leur ai expliqué un peu ma vision des choses, et puis ça voulait dire changer de partenaire, migrer les fonds. Est-ce qu'on va pas avoir des moins bons rendements si on finance du social ou de l'environnemental? Donc pendant 1 an, je rame. Et un jour, en pleine vacances, pendant ses congés, un collaborateur, il m'écrit un mail, il me dit « Écoute, je viens d'entendre sur France Inter un truc sur l'ISR, on ne peut pas continuer avec ce qu'on dit sur la perma-entreprise. » Et donc, je lui dis, eh ben, écoute, grand bien te fasse, va voir le CSE, explique-leur ce que tu as entendu sur France Inter. Et grâce à ça, comme c'était pas un dirigeant qui venait expliquer ce qu'il avait envie de mettre en place, mais un alter ego qui venait dire aux gars du CSE, écoutez ce que j'entends sur le ISR, parce qu'en fait, ça se trouve, on finance des forages pétroliers de Total au moment où on veut parler de fixer des limites et régénérer le vivant. Bon, ça a percuté méchamment, et grâce à ça, on a réussi à le faire. Et donc, vous voyez, cette personne qui avait un truc en lui, moi je lui ai dit, j'ai pas d'ego, prends le sujet, vas-y, tu y arriveras sans doute mieux que moi. Et il y est arrivé. Donc voilà des exemples qui montrent qu'en fait, quand on veut lancer des choses ambitieuses, qui bousculent, en fait, il faut identifier ces quelques alliés, aller à fond avec eux, montrer que ça marche, et dès lors, ça va pouvoir essaimer beaucoup plus naturellement. C'est ce qu'on essaie de faire pour conclure aujourd'hui avec le modèle. Donc le modèle, on l'a inventé pour nous, pour une bonne raison qui était qu'après avoir expérimenté tous ces dispositifs comme la société à mission ou Bicorp, il nous manquait quelque chose qui était la co-construction complète d'un modèle pour le futur de l'entreprise avec les équipes. Une société à mission, vous faites une raison d'être, mais derrière, qu'est-ce que vous faites de cette raison d'être? Ça suffit pas. Bicorp, c'est un label exceptionnel pour plein de raisons, mais ce sont des critères qui vous sont imposés, ce ne sont pas les vôtres, ça n'a pas le lien avec votre métier. Donc, on est parti de la permaculture, on a mis 80 jours hommes équivalents en temps dédié à explorer ça, à faire de la R&D. Et donc, on a inventé le modèle pour nous. Et ça a tellement bien marché qu'on en a fait un bouquin avec une méthode pour qu'elle puisse être reprise par d'autres. Et aujourd'hui, on a lancé différents dispositifs à la demande de ceux qui ont lu le livre et qui veulent en faire plus pour pouvoir essaimer. Et ce sont eux aujourd'hui nos meilleurs alliés. Moi, je ne vais pas essayer d'aller convaincre des directions marketing du CAC 40 que la perma, c'est le modèle pour eux. Je vais m'appuyer sur des gens que ça a fait vibrer, qui seront peut-être en lien avec eux, et on va essaimer comme ça. Voilà. Donc on s'appuie sur les vrais héros, ceux qui sont sur le terrain, et on les outille au maximum, on leur donne confiance, on les autonomise pour qu'eux puissent faire le job. Et nous, on s'intéresse au cap long terme. Donc du sens, s'appuyer sur quelques personnes engagées dans l'entreprise. Je crois qu'il y a une théorie d'ailleurs qui dit qu'il suffit de 10% d'une organisation pour en fait entraîner tout le reste, ce qui, je trouve, est assez positif, parce qu'on se dit changer une entreprise, vous êtes peut-être dans une entreprise que vous voulez changer et vous avez des collaborateurs, parfois la tâche paraît trop grande quand on a 1000, 2000, 3000, 10 000 collaborateurs.
Si je te suis, et ça rejoint ce qu'on peut lire ici ou là, il faut se concentrer sur les 10% dans l'entreprise qui ont envie de faire bouger les choses, et eux vont faire le reste du travail d'entraînement. Je trouve que ça rend déjà le travail plus simple de se dire on va s'attaquer aux 10% et pas aux 100%. J'avais pas du tout prévu cette question, mais en vous écoutant, elle m'est venue. Et je ne sais pas si vous partagez aussi. Aujourd'hui, tout le monde, enfin toutes les entreprises disent changer le monde. Les entreprises à mission fleurissent. Air France nous fait des vols neutres en carbone. BM nous vend des SUV avec des feuilles vertes, alors que les SUV font 2,5 tonnes, et ils nous parlent d'écologie et d'environnement. Il y a une surenchère de greenwashing, il y a une surenchère de communication autour du développement durable, de la neutralité carbone en 2050, pourquoi pas en 3000 ou 2500 tant qu'à faire. Comment vos structures qui sont authentiquement engagées, elles ne se noient pas aujourd'hui dans une forme de discrédit, parce que peut-être que vous le touchez du doigt aussi, on n'y croit plus trop, quand tout le monde fait du développement durable, plus personne n'en fait du coup. Comment vous vous en sortez pour pas vous retrouver noyé dans ces messages de ces grosses boîtes qui font du greenwashing? Est-ce que je peux répondre comme ça, on change l'ordre, parce que sinon on va faire un truc très cyclique. Oui, ça vous va? Très bien. En fait, je crois que c'est pas tant la sincérité de nos actions qui sont remises en question que leur intérêt face à un marché qui, dans son ensemble, n'est pas du tout sur le même niveau de réaction au problème, quoi. Quand on est Nord6, on est 700, nos concurrents ils font 50 000 personnes. Enfin voilà, je pense quand on est dans l'agroalimentaire avec la grande distrie, bon, il est clair que on a beau y mettre tout notre cœur, l'échelle de ce qu'on fait reste assez petite par rapport à l'ensemble du secteur. Et du coup, en fait, on garde déjà nos convictions, on fait la preuve par l'exemple. Nous, on a par exemple de plus en plus de gens qui ont eu du mal à comprendre au début, mais qui aujourd'hui viennent nous voir, parmi lesquels des clients, parmi lesquels des boîtes avec lesquelles on n'a jamais discuté. On voit qu'il y a des grandes entreprises qui s'intéressent de plus en plus à Bicorp, parce qu'elles comprennent bien que ça peut quand même aider à engager des changements. Et donc, petit à petit, je pense que les choses vont évoluer. Ce qui est le gros paradoxe du moment, c'est qu'à l'heure où il faudrait vraiment engager très vite des bascules, il y a un réflexe de protection d'acteurs historiques qui, parce que ça les met dans un grand niveau d'inconfort, notamment au regard de la perf économique à court terme, font tout pour maintenir un statu quo. Et donc, festival de greenwashing, acheter ma bagnole électrique, je plante un arbre, tout va bien. Il y a des pubs là-dessus. L'autre jour, j'ai vu sac de couches, Pampers, on plante un arbre. C'est assez magique, ça devient une solution magique. Et donc il faut rendre désirable des alternatives. Je trouve que ce que fait par exemple Too Good To Go sur ces invendus alimentaires est top. L'Amazona sur le vrac aussi a des super propositions. Donc c'est comme ça qu'on arrivera à convaincre de plus en plus de consommateurs. Il y a une grosse étude qui vient de sortir, là, qui a été faite par Kantar, qui montre quand même que, alors sur l'échantillon qu'ils ont interviewé, je crois que c'est 10 000 personnes, donc normalement représentatives de la population française, ça montre quand même qu'il y a des évolutions très très fortes en cours là, sur les attentes au regard de la sobriété, de la durabilité, du respect de la planète. Donc ça, moi, ça me donne plutôt de l'espoir. Moi, je vais répondre. Moi, je ne vis pas de ça. Moi, c'est plutôt je ne sens pas de conflit, greenwashing ou pas. Par contre, ce que je vois, c'est que les gros viennent nous voir, en fait. Donc, on n'est pas dans un rapport je ne sais pas comment dire, mais KPMG, Bouygues, là, on est en lien avec L'Oréal, les mines, HEC, etc., viennent voir, viennent s'inspirer chez des gens qui ont vraiment, vraiment bougé. Donc là, j'étais en train de... Il me semble que la question est plus sur comment on s'oppose. Voilà, moi on est tout petit, on a un impact mais qui est quand même limité. Et voilà, on est plutôt en train de lier des liens avec les grosses sociétés qui viennent s'inspirer chez nous et qui viennent prendre un bout. Alors c'est pas parfait, mais à leur taille, c'est quand même pas facile de bouger. Un mot pour compléter ou Effectivement, je pense que on est un peu en phase pionnière, et donc après c'est la coalition. Je crois qu'aussi vous le voyez autour de cette table ronde, sans forcément tous se connaître avant, on est hyper alignés. Et je crois que c'est un peu cet effet démultiplicateur de coalition, d'acteurs engagés qui fera bouger de manière un peu plus systémique et qui peut inspirer des grands groupes qui n'ont peut-être pas l'agilité qu'on a eue au début de nos histoires respectives. Et puis moi, je suis une grande optimiste. Alors je vais me dire, je suis très vieille par rapport aux équipes qui sont venues s'engager chez Hectare.
Et on parlait tout à l'heure, le défi social, les futurs talents recherchent ça. Et je crois que ça sera un atout de la marque employeur. On ne ferait pas le défi climatique, environnemental sans attirer des talents. Et ces nouveaux profils sont beaucoup plus exigeants. Et je crois que les grands groupes vont être en pénurie de talents si elles n'ont pas des engagements sincères avec des preuves. Et donc, à un moment donné, le défi social va s'imposer à eux. On voit bien qu'on est en tension dans énormément d'entreprises sur l'emploi et qu'effectivement, comme le citait tout à l'heure, quand on est dans une perma-entreprise comme Nord6, je suis sûre qu'on attire peut-être plus de talents que ses concurrents. Et donc, il y a un effet régénérateur qui fait un impact démultiplié. Et peut-être pour compléter effectivement là-dessus, je pense qu'en fait, effectivement, il y a tout un tas d'ingrédients nécessaires à faire vraiment changer les choses. Je pense que le greenwashing, ça vient aussi de la peur de changer pour de vrai. Et donc, on dit qu'on change, on parle plutôt que de faire finalement. Et je pense qu'il y a vraiment, comme tu le disais Audrey, il y a la collaboration qui, je pense, va devenir de plus en plus importante. Il faut vraiment que dans cette transition nécessaire, on fasse les choses les uns avec les autres, plutôt que les uns contre les autres. Moi, ça me fait très peur quand on commence à parler d'écoterrorisme, quand on commence à opposer les écolos et ceux qui veulent rester dans le quotidien qu'on a et continuer à vivre une vie confortable. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention à surtout pas pointer les gens du doigt, mais au contraire pointer du doigt les solutions et vraiment s'encourager les uns les autres dans cette transition qui est certes très difficile, mais aussi nécessaire et pleine de sens. Et après, je pense que c'est effectivement, pour reprendre un peu ce que disait Thomas, et toi Audrey d'ailleurs, l'idée de penser des visions positives du futur et de comment ça pourrait être si c'était différent d'aujourd'hui, et de rajouter du sens dans tout ça, je pense que c'est donner envie. Et je pense que ça, c'est un ingrédient essentiel, c'est donner envie aux gens de cette transition, à la fois par une vision positive, mais aussi par des actions très concrètes. Et ça, c'est ce qu'on fait avec Too Good To Go. C'est en fait, tu vas récupérer ton petit panier de produits invendus. Et en fait, finalement, effectivement, c'est juste une goutte d'eau dans l'ampleur du gaspillage alimentaire. Mais c'est des actions qui font du bien, où on se dit, en fait, c'est cohérent ce que je viens de faire. Je viens de récupérer des produits qui seraient partis à la poubelle 10 minutes plus tard. Je les ai récupérés en plus à 1/3 du prix. Donc c'est cohérent aussi de mes contraintes économiques. Et de surtout pas se dire, on oppose constamment économie, écologie. Non, il y a des solutions de faire les deux, pour faire les deux. Et ça, je pense que c'est très important de véhiculer ces solutions positives aussi. Et je pense que vraiment, si on se pose les bonnes questions, qu'on accepte de remettre davantage de sens dans tout ce qu'on fait, là, on peut opérer un vrai changement. Et c'est pour ça que nous, dans nos conversations avec les grands groupes, on essaye vraiment un peu de croire leurs bonnes intentions, même si on se ment un peu à nous-mêmes de temps en temps, mais pour vraiment aller accepter de leur tendre la main, en fait, et de le faire avec eux. Dans les grands groupes, il y a aussi énormément de gens qui sont vraiment convaincus et qui ont envie de faire changer les choses. Donc c'est comment est-ce qu'on se dit qu'on fait les choses ensemble, plutôt que de faire du shaming et de critiquer, plutôt que d'être constructif. Donc je pense que, pour moi, c'est essentiel ce mot de collaboration en fait, dans la transition qu'on doit tous opérer. Je peux rebondir ? Oui, je t'en prie. Alors, nous, on parle de solutions économiques. Et toute l'équipe rigolait, mais il y a bien un livre sur l'économie qui existe, avec une belle couverture rose fluo. N'hésitez pas à le lire, Pocheco. Il est excellent. Sur l'histoire de Pocheco, effectivement. C'est un livre passionnant, vous le lisez en 1 heure, il est génialissime, je vous le conseille. On va avoir toute une liste de bouquins à donner à la fin, je crois. Oui, vas-y, je t'en prie. Pardon, oui, en fait, je voulais rebondir sur Thomas, l'histoire de la taille de l'entreprise. Je pense qu'elle a effectivement tout son sens pour faire face au greenwashing. Nous, on s'est fixé une limite de 150. En fait, on était en pleine croissance, on embauchait 4 personnes par mois. On a lancé une marque pour la grande distribution pour aller faire face à Dop qui venait de lancer son shampoing solide 1 an après nous avoir dit « Oh, on adore ce que vous faites ». Et du coup, l'entreprise était en train donc, de grandir à toute vitesse. 4 par mois pour nous, c'était énorme. Et donc, c'est là que j'ai fixé un chiffre pour rassurer tout le monde, me rassurer moi en premier, et bien garder les équipes proches du projet. Et ce chiffre, c'est 150. Donc l'idée, c'est qu'on ne veut pas être plus que 150 personnes dans l'entreprise. Ce n'est pas un chiffre au pif, ça vient d'études scientifiques qui expliquent qu'un groupe de 150 peut encore bien se connaître les uns les autres et n'a pas besoin d'un cadre trop strict pour bien fonctionner. Et je pense que quand on est 150, on peut encore prendre des décisions tout à fait drastiques, ne pas faire de concessions, et donc vous décuplez votre image naturelle et juste comparée à des grands groupes qui sont forcément obligés de faire des concessions. Après, votre force de frappe est plus petite. Et juste une question là-dessus, parce que ça m'intéresse bien. Parce qu'effectivement, être 1200, c'est pas simple tous les jours.
Est-ce que tu penses que ça limite ton impact, le fait de limiter le nombre de collaborateurs, ou est-ce que finalement, en fait, il y a d'autres façons de maximiser l'impact sans augmenter la taille de l'équipe? Ouais, alors nous, on n'est pas à 150 aujourd'hui encore, donc je ne l'ai pas encore pratiqué, mais le fait est qu'on reste tout petit comparé aux autres. On est énormément copié. Tous les jours, une nouvelle marque de cosmétiques solides sort, donc notre impact est décuplé de par cet effet. C'est top de se faire copier quand on fait des bonnes choses. C'est une grande fierté. Ça fait un peu mal au chiffre d'affaires, mais c'est une grande fierté. Laetitia, je vais compléter, parce qu'en fait, tu ne crois pas si bien dire en parlant des 150, il se trouve que c'est ce qu'on a décidé nous aussi il y a 15 ans. Et donc, à l'heure où notre premier gros site dans le Nord allait passer cette échelle, on a décidé de fixer cette limite aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 9 implantations en France, pour ne pas avoir un seul site qui dépasse les 150, parce que passer cette échelle, c'est des strates hiérarchiques. On ne libère plus vraiment chacun pour prendre des initiatives et contribuer à l'amélioration de l'entreprise et de ce qu'elle propose. Donc, c'est un vrai cap, ça. C'est un vrai outil que de se dire la dimension humaine des groupes, c'est pas plus de 150. Et donc, Lucie, tu vois, quand tu dis est-ce que ça limite l'impact, oui et non, parce qu'en fait, si on est 7 fois 150, ça marche. Donc nous, c'est pour ça qu'on a créé ce modèle. Il y a tout un référentiel pour piloter la boîte, et chaque agence est auditée tous les 2 ans. Donc c'est quasiment comme si on était une espèce de franchise, où chaque agence génère ses résultats, est auditée, a une feuille de route dédiée sur l'économique, mais sur évidemment planète, humain, etc. Et donc en fait, on arrive, en gardant cette limite, à malgré tout avoir de l'impact sur les différents territoires où on est. Je vois que vous n'avez pas encore eu la chance d'appuyer sur le bouton rouge qui est devant vous. Est-ce que vous avez envie de leur poser quelques questions? On ne pourra pas prendre tout le monde, mais est-ce que vous avez envie de leur poser quelques questions? Une là-bas. Bonjour, Jamil Nourdine de Green Management. C'est une école sur la transition écologique. Du coup, ma question serait, d'ailleurs, je remerciais le fait qu'il y a la team Avengers devant nous, pour ne pas dire les super-héros. Et du coup, ma question serait, quand est-ce qu'on va inverser le fait de pointer du doigt les consommateurs et ne pas pointer du doigt vraiment les producteurs? Parce que, oui, moi, je vais changer, mais par exemple, là, je vois que ce sont presque les démunis qui ont tendance à payer les pots cassés des aisés. Et du coup, je vais prendre l'exemple simple, McDo est moins cher que 2 kilos de bananes. Du coup, ça, il faut du coup manger sain, ça, c'est devenu du luxe. Et qu'est-ce que que vous avez fait du changement, vous préconisez ou vous sollicitez pour changer ces géants et pour modifier ce lobbying qui nous mange sur la production? J'espère que j'étais clair sur ma question. Si. Qui veut répondre? Moi, j'ai activé le micro, mais je veux pas... Vas-y. En fait, tu vois, Lucie disait, faut pas shamer. À notre niveau, je pense qu'effectivement, faut pas. Au contraire, plus on coopère, plus on peut transformer de l'intérieur. Par contre, d'autres ont ce rôle-là et je pense qu'il est fort utile. Hein, on voit, quand je discute aujourd'hui avec des directions sur des grosses structures, ce qui leur fait peur aujourd'hui, c'est clairement le mouvement du réveil écologique. Hein. Ils ne changent pas leur stratégie climat par intérêt pour la planète, ils changent leur stratégie climat parce qu'ils n'arrivent plus à recruter de jeunes. Donc en fait, le poids qu'est en train d'avoir et de développer ce mouvement, et d'autres, mais ce mouvement-là en particulier, je trouve, est en train de devenir un vrai vecteur de changement des grandes entreprises. Donc ça, et des mouvements de consommateurs qui vont, et des citoyens, hein, en fait, avant d'être des consommateurs, qui vont dire, collectivement, on décide, ou en tout cas, on affirme que on ne veut plus soutenir le modèle du SUV hybride électrique pour tout être humain sur cette planète. Je peux vous dire que les constructeurs, tout d'un coup, ils vont arrêter de faire de la R&D sur les SUV, quoi. Donc moi, je pense que c'est ça le plus gros levier. Nous, on essaie de faire à notre niveau autant que possible, mais le changement systémique ne se fera que si il y a un mouvement citoyen, comme le Réveil écologique et d'autres, qui disent stop. Moi, ça me touche beaucoup ta question. Parce que moi, j'ai passé, après mes études, j'ai passé 2 ans dans un bidonville en Colombie. Et du coup, j'étais avec on pourrait dire la lie de la société, hein, prostituées, voleurs, etc. Et c'est vrai que ça m'est pas venu, pendant les 2 ans, ça m'est pas venu
une seconde, même à la tête, de ramasse ton papier, quoi. Ramasse ton papier ou va m'acheter en vrac. En fait, c'est pas possible. Ça marche pas. Donc, moi, je crois qu'il y a un vrai, et là c'est systémique, hein, mais il y a un vrai problème de répartition des richesses. Et quand on dit que tout est lié, économie, sociale, environnement, c'est juste évident. Donc là, les richesses qui sont accumulées par 10% de la planète, tant qu'elles ne seront pas re-irriguées et vers quelque chose de plus juste, je ne vois pas comment tu vas dire à quelqu'un arrête de bouffer chez McDo, alors que, comme tu dis, c'est moins... Et dans le milieu, moi ce que je remarque aussi dans le milieu écolo, plutôt de la transition, il est quand même assez CSP+, bobo, néo-rural, donc je suis dedans, vraiment plein dedans, et plutôt bien formé, etc. Et voilà, il y a vraiment un sujet, mais je n'ai pas la réponse. Juste, ça me touche beaucoup ce que tu viens de dire. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que ce ne soit pas uniquement encore l'élite? C'était l'élite qui avait l'argent, maintenant c'est l'élite qui est écolo. Comment est-ce que tout ça est irrigué? C'est une vraie question, mais je n'ai pas de réponse. Désolé. C'est un peu aussi une des craintes sur les sujets que je porte. J'ai pas envie d'un pays où il y a une alimentation à deux vitesses avec ça. Et il y a un enjeu de répartition, encore une fois, de l'approche chaîne de valeur. Je vais donner un exemple dans lequel on a beaucoup travaillé chez Hectare. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a la moitié de notre pays, ce sont des terres agricoles, 26 millions d'hectares. Il y en a 11 millions qui sont un peu impactés par nos modèles céréaliers, le blé, l'orge, le colza. Puis il y a un produit qui est assez emblématique, qui est notre baguette de pain. Si je veux en tant que consommateur une baguette de pain zéro carbone, aujourd'hui, si je décompose toutes les étapes de fabrication d'une baguette de pain, j'ai 47% des émissions qui se passent dans la ferme et c'est que 5% de la profitabilité de la baguette. Donc on voit bien qu'il va y avoir un enjeu de mieux répartir. Soit on a une très très hausse du coût de notre pain, ce qui pose d'autres questions de l'accessibilité du produit et d'une alimentation à deux vitesses, et le modèle ne passera pas. Et donc, comment les acteurs sur une chaîne de valeur ont une plus juste répartition de ces modèles économiques. Donc, sur cet exemple assez factuel, qui touche encore une fois une grande surface de notre empreinte sur nos sols, c'est des modèles à réinventer et un rapport aussi à ce qu'est effectivement le juste prix d'une alimentation. On s'est un peu éloigné de ça, en fait, de ce qu'il y a derrière chacun des produits qu'on consomme au quotidien, dans nos gestes qui vont à la fin jusqu'au zéro déchet, mais aussi du cuisiner, du prendre. Et on a beaucoup d'imaginaire, encore une fois, à déconstruire. Prendre le temps de se cuisiner coûte pas beaucoup plus cher que d'acheter des produits complètement transformés. Donc, c'est un changement profond des usages. Et moi, je crois qu'il faut faire, encore une fois, ces analyses assez fines pour mieux répartir ces modèles économiques qui peuvent être gagnants et qui ne se font pas toujours au détriment des producteurs agricoles. Pour compléter la réponse, j'étais avant-hier avec les équipes de Laura Merlin qui réfléchissent à décarboner, vous êtes tous clients Laura Merlin, à décarboner leur offre. Ils ont 100 000 références, les robinets, les portes de placard. Hyper compliqué comment on décarbone une offre pareille. Et effectivement, la question s'est posée, les produits qui ont le plus gros impact carbone sont les premiers prix, les produits les moins chers. Et qu'est-ce qu'on fait? On les supprime, et du coup, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent ne peuvent plus équiper leur maison ou leur appartement, ou alors on monte des prix et on arrivait à une conclusion un peu partielle qui était que, et là peut-être il y a une lueur d'espoir pour compléter ta réponse, quand Tesla s'est lancé, ils sont volontairement adressés aux gens qui avaient beaucoup d'argent. Pourquoi? Pour financer l'étage de la voiture un peu moins cher, qui s'adresse aux gens qui ont de l'argent mais un peu moins d'argent. Et ça permettait de financer l'étage de la voiture encore moins cher. Et en fait, on ne pourra pas d'un coup, en tout cas Tesla ne pouvait pas proposer une voiture électrique bon marché du premier coup. Par contre, il s'est appuyé sur les gens qui avaient les moyens pour orienter le marché vers ça. Donc l'espoir que j'ai par rapport à ta question, c'est que nous, les CSP+, urbains, on a un devoir d'acheter ces produits-là pour indiquer aux producteurs que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Et si on ne le fait pas, on n'a aucune chance que les gens qui n'ont pas les moyens puissent en fait basculer parce qu'ils ne trouveront jamais les produits bien conçus au bon tarif. Je ne sais pas si ça complète un peu. Non, j'ai pris ça comme exemple sur le cascading un peu du prix. Mais... Nicolas, tu citais Laura Merlin. Il y a un très gros acteur qui est en train de bouger plus fort que les autres, s'appelle Decathlon. Oui. Même famille. Nous on est nés dans le Nord, donc il se trouve que ce sont nos clients et que par exemple le COMEX de Decathlon est venu chez Nord6 pour faire une journée sur fixer des limites. Donc là vous avez toute la direction générale du groupe. Donc ça montre bien aussi qu'ils sont en train de se creuser les méninges et vous l'avez peut-être vu passer, mais Decathlon est en train de déployer une offre fonctionnelle, enfin de la fonctionnalité où vous louez une certaine valeur marchande avec un abonnement mensuel. Et ça,
ça peut commencer à résoudre la question de l'impact carbone des bas prix, puisque vous n'êtes plus du tout sur la logique d'en vendre le plus possible, et vous rendrez encore plus accessible qu'avant une offre globale. Et ça, c'est clairement une voie à suivre. Nous, on a par exemple dans le modèle un principe clé. D'ailleurs, ça reprend ce qu'évoquait Lucie ou Audrey, hein, c'est coopération et régénération. Et dès qu'on met ces deux mots-là sur la table pour parler du modèle économique, en général, on arrive très vite vers ce genre de propositions autour de la fonctionnalité, de la durabilité des produits du coup, parce que plus ils durent longtemps, plus on les loue, plus on fait du revenu avec une seule unité. Et donc, en fait, il y a quand même d'ores et déjà des solutions. Ce que Decathlon est en train de faire, et qui est très perma d'ailleurs dans l'esprit, c'est que évidemment une telle prise de risque ou une telle bascule ne peuvent pas la faire sur tout le modèle d'un coup. Donc ils vont expérimenter à petite échelle. Là, je crois qu'il y a un pilote en Belgique. Ils vont voir comment ça prend. Ils essaieront ensuite sans doute de le lancer en France. Et si ça marche, ils vont le généraliser. C'est ça qu'il faut réussir à capter. Tiens, par exemple, pour essayer de sortir des greenwashing, quand vous voyez des pubs et des entreprises qui communiquent sur des nouveaux modèles, regardez dans quelle proportion est-ce qu'il y a une vraie bascule par l'offre qu'ils font et à quelle dimension elle est. Déjà, ça peut être des bons indicateurs pour se rendre compte de si ça peut réellement changer les choses ou si en fait on est en train de surfer sur un nouveau vernis en maintenant un statu quo. Et moi, je crois aussi qu'il faut faire attention à... Je pensais en vous écoutant, je me disais, ah, mais ta question toujours, je me dis, ah, mais alors les gens plus pauvres sont oubliés, et il y en a qui créent des Tesla et machin. Et en fait, je crois qu'on a chacun une vocation, une sensibilité, etc. Et plutôt d'aller dire, qu'est-ce qui est vraiment mieux que tout? Je crois qu'il y a vraiment, il y a Label Emmaüs, il y a Vinted, il y a le Decathlon et son truc circulaire, il y a Too Good To Go, il y a la Madonna, etc. Enfin, il y a plein de solutions qui existent et qui engagent vers un monde sûrement plus durable. Et comment moi, je me sens appelé à faire quelque chose là où je suis, plutôt que d'essayer. Voilà. Je pense qu'il y a un danger aussi à essayer d'aller pointer, on en a déjà parlé, hein, d'aller pointer, d'aller s'opposer. Il y a plein d'initiatives partout et commençons, quoi. Commencer. Tout, voilà. J'ai pas vu qui a levé la main en premier. Alors Svetlana Jamais, je travaille chez Accio Energy, qui est une entreprise qui fait qui implante notamment des panneaux solaires en agri-énergie. Mais voilà, je parle pas en leur nom particulièrement, je parle plus en mon nom, c'est juste pour cadrer. Vous parliez donc avec l'association Hectare du fait qu'on avait beaucoup de mal à attirer des talents, etc. Et il y a une idée qui revient de plus en plus souvent, qui est celle d'un service agricole plutôt qu'un service militaire, ou un service, on va dire, civique mais obligatoire. Dans quelle mesure vous pensez que l'État peut orienter les jeunes à justement opérer cette bascule? Parce que quand on travaille dans l'agriculture, quand on met les mains dedans, on se rend compte de la valeur de ce qu'on mange, on se rend compte de la valeur du travail de la terre, à quel point c'est compliqué, que c'est exigeant, et que notre chef, c'est pas quelqu'un à qui on va pouvoir dire ah, j'ai pas envie de me lever ce matin, c'est la nature, et quand on n'aura pas ramassé les fruits et légumes, ils vont pourrir, etc. Mais ça apprend énormément de choses de l'agriculture. Et voilà, dans quelle mesure vous pensez que l'État peut avoir une influence avec ce genre d'idées? Ouais, ça serait une formidable initiative. Il y avait déjà le service un peu national universel qui peut se faire dans des contextes agricoles. Nous, on est sollicité aujourd'hui pour un BAFA agricole par des groupements d'employeurs. Et je pense que ça serait une super idée, ou passe saisonnier, parce qu'on est quand même arrivé dans un monde où le travail détaché pour les récoltes, on n'emploie plus local, on ne relocalise pas les jeunes dans nos exploitations, on doit être un acteur du territoire. Et nous, on veut y travailler en proposant ces compétences-là, parce qu'en fait, les agriculteurs dans leur quotidien n'ont même plus ce temps-là de préformer les jeunes pour arriver dans les exploitations sur les jobs d'été. Et c'est effectivement un formidable outil pour comprendre déjà son territoire et le vivant. Chez Hectare, on est à 45 minutes de Paris, et on a fait ça sur les stages de 3e à notre mesure, 750 jeunes l'année dernière, et on en a déjà 1000 pour l'année prochaine. Et en fait, chaque jour, on leur propose de voir un visage. C'est pas une ferme pédagogique. Déjà, nous, on dit qu'une ferme, c'est un lieu de travail. Et il y a aussi le comportement citoyen des jeunes qui rentrent sur un outil de travail qui est professionnel. Et chaque jour, on leur présente un agriculteur, un éleveur, un naturaliste, un data scientist, parce que la donnée va être essentielle aussi sur les changements météo, etc., en montrant qu'il y a plein de métiers différents.
Et ces jeunes nous ont dit, avant déjà, je vis dans un territoire, l'Île-de-France, c'est quand même 50% de territoire naturel, terre agricole ou forêt, ils ne le savaient pas. Il y a une totale déconnexion, et ça revient à la question d'avant sur l'alimentation aussi, où ils ont oublié les saisons, le rythme de la nature, ce qui s'y passe et ce qu'il y a derrière les produits agricoles. Et donc nous, on serait ravis d'une telle initiative, on ne pourrait que la soutenir. On le fait encore une fois à notre juste mesure. Et c'est vrai qu'on le fait chez les jeunes, et je vais être un peu plus... je vais rester polie, mais on a aussi tout un pôle d'attirer des entreprises hors du secteur agricole pour des séminaires. Je pense qu'il n'y a pas une semaine où on ne rappelle pas que pour faire du lait, il faut un veau. On a remis en place un système très agroécologique, un système pâturant herbagé, qu'effectivement, on n'a qu'une moisson et qu'un essai. Et aux portes de Paris, on a vraiment des personnes qui travaillent dans des entreprises qui sont complètement déconnectées du rythme du vivant. Et ce rapport au temps a été un peu oublié. Donc nous, on a aussi cette vocation de sensibilisation qui doit être extrêmement forte. Et je pense qu'elle est essentielle. Vous avez dit que vous travaillez pour un acteur des énergies solaires. Je vais donner ce chiffre parce qu'il m'a un peu bouleversée, où tout le monde, pour sortir un panneau solaire sur une ferme en France, aujourd'hui, il faut entre 24 et 36 mois de procédure à peu près. Enfin, ça dépend sur des... Combien ? 4 ans ? 4 ans, oui. Je suis même une optimiste, encore une fois. Parce que c'est toujours... Tout le monde veut la transition des énergies vertes, personne ne veut le panneau photovoltaïque proche de chez lui. Quand je parlais tout à l'heure de la nature en partage, je vais vous donner ce chiffre. La France, c'est 26 millions d'hectares de terres agricoles. Si on veut prendre l'intégralité des objectifs d'énergie solaire sur notre territoire et nos fermes, il faut trouver 40 000 hectares. Je pense qu'un peu de planification, d'engagement collectif sur ça serait atteignable en fait. Et moi, j'essaye toujours de ramener ces objectifs-là, ils sont atteignables. C'est juste l'envie partagée d'aller plus vite, d'accepter qu'effectivement, le paysage à côté de chez soi va évoluer. Donc voilà, c'est la sensibilisation des jeunes et on serait très favorable à cette action-là. Et c'est aussi sur les pas de temps de transition, encore une fois, quel pas de côté on fait chacun en disant tout le monde veut l'énergie verte, mais effectivement, voir du photovoltaïque dans le paysage, c'est pas consensuel. 4 ans, oui, j'avais 24-36 mois pour mettre une solution qui existe. Une autre question à gauche? J'ai une question un peu spécifique, mais qui finalement permet de prendre un peu de hauteur sur notre société. En parlant du modèle B Corp, vu que Thomas, t'es ici, le modèle B Corp, c'est une certification qui est américaine, qui nécessite un paiement. Et ma question, c'est de savoir quelle est la valeur de... Donc, je ne vais pas faire de brainwashing, enfin, comme on a dit, je ne vais pas annoncer les marques qui font partie de B Corp et qui ne mériteraient probablement pas de l'être. Comment est-ce que... Comment est-ce que du coup, c'est pas juste pour taper, comment est-ce qu'en fait on arrive à faire confiance à ces certifications pour du coup comme un élément de valeur vraiment Bon, ta question, voilà, il y a même eu des applaudissements, je pense qu'elle titille pas mal de monde en ce moment, donc c'est bien que tu la poses. Bon, déjà, vous l'avez compris, moi je suis moi-même passé, enfin Nord6, et c'est moi qui m'en suis chargé dans le processus de certif. On a fait ISO 26000, on a fait la société à mission, donc je vois bien déjà le panorama des audits. Autant dire que celui-là, il est dur. Hein. Il est dur et en général, la plupart des gens qui passent dedans, les 3 mois qui suivent, ils vont se foutre au repos, ils n'en peuvent plus. Ça n'empêche qu'on puisse avoir des entreprises qu'on peut facilement pointer du doigt qui ont obtenu cette certif. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est pour ce qui est du positif, et ensuite je vais vous dire comment c'est en train d'évoluer pour répondre aux problèmes que tu évoques. Pour aujourd'hui, moi, ce qui me convainc autant de la puissance de ce dispositif et de cet audit, c'est qu'il fait 2 choses que personne ne faisait avant. Un, c'est que la moitié de l'évaluation, c'est l'impact du business model. Comment est-ce qu'il est bénéfique pour des personnes défavorisées? Comment il profite à des personnes qui n'en bénéficiaient pas avant? Comment il considère le vivant dans son processus? Ça, c'est le premier truc. Et en RSE, par exemple, ça, on n'avait jamais regardé. Le deuxième truc, c'est qu'on ne regarde pas quelle est l'amélioration prévue, qui est une déclaration d'intention. On regarde un niveau de performance. Exemple, écart de salaire. La question, c'est pas de savoir comment je vais faire pour l'avoir réduit dans 3 ans, c'est est-ce qu'aujourd'hui il est de plus de 1 à 7? Si c'est le cas, tu n'as pas de point barre. Donc c'est très exigeant. Maintenant, il n'y a pas de figure imposée. Donc on peut avoir une entreprise qui est extrêmement douée, performante dans plein de domaines, mais qui, sur certains volets, a encore beaucoup de chemin à parcourir. C'est ce qui, pour l'instant, peut faire qu'aujourd'hui, quand on est extérieur à tout ça, on se dit « Attends, comment se fait-il » Je ne vais pas citer d'entreprise parce que je ne suis pas là pour ça et je ne souhaite pas le faire, mais vous les avez sans doute en tête. Comment se fait-il qu'ils aient été certifiés? Et ça, c'est en train de bouger, parce que ça fait 3 ans qu'on se rend bien compte que ça peut poser problème. Et donc là, tout l'audit et toute la certif est en train de changer.
pour qu'à partir de 2024, ce soit plus lié à 200 questions et il faut 80 points, mais du coup tu peux avoir des zones d'ombre. Il y a 10 thématiques, l'inclusion, le climat, etc. Et que sur ces 10 thématiques, il y ait au moins 2-3 indicateurs qui nécessitent un niveau minimum de performance, sans quoi tu ne pourras plus être Bicorp. Et ça, je pense que ça va répondre vraiment bien au risque qu'on pourrait avoir d'une forme de décrédibilisation de l'image de ce mouvement qui est formidable, parce qu'on va réussir à intégrer des entreprises d'une bien plus grande dimension, mais qui du coup sont plus exposées au risque d'être perçus comme des profiteurs. Ça répond à ta question ? Le problème après c'est aussi l'audit, donc ça veut dire qu'on dépend des informations qui sont communiquées par l'entreprise, et ça c'est juste pour... Alors je vais prendre un exemple très concret. Il y a quelques temps, j'ai eu à me frotter un autre audit, je ne sais pas si j'ai envie de les citer, mais où 80% de la note c'est des déclarations d'intention. C'est-à-dire vous dites oui j'ai une politique d'achat responsable. Qu'est-ce qui garantit que d'avoir une politique d'achat responsable, vous faites vraiment des achats responsables ? Alors ok, on parle de façon de le prouver. Et là, par exemple, je suis en train d'être certifié Bicorp. Donc j'ai dû produire la liste des 700 collabs, leur taux horaire, pour qu'ils puissent vérifier l'écart entre le plus bas et le plus élevé. Alors oui, je peux trafiquer les chiffres. N'empêche qu'entre me dire qu'est-ce que vous mettez en place pour le réduire, sans voir les résultats, et prouver le résultat, donc après, est-ce que tu es sincère ou pas ? Et franchement, dans le processus d'audit, vu le niveau de détail qu'ils demandent, ils demandent même d'avoir accès à nos comptes de résultats. Hein. Donc autant vous dire qu'ils vont vraiment fouiller profond. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est parmi les dispositifs d'audit celui qui est le plus exigeant. Ça ne veut pas dire qu'il est parfait, mais ça veut dire que c'est le plus exigeant. Comme il ne nous reste qu'un petit quart d'heure, et que je pense qu'on a encore plein de choses à apprendre de nos Avengers ici présents, je vais vous poser à chacun une question. Par contre, vous n'aurez que quelques mots pour y répondre. On va commencer par la droite. Audrey, la suite pour Hectare, en quelques mots, ce serait quoi ? Ça va être quoi ? Fais-nous rêver, un imaginaire positif. Ça serait que quand je reviens un jour sur une tribune comme celle-ci, chacun a en tête le nom, prénom d'un agriculteur bien dans son métier et qui a pu régénérer ses sols. Ça serait déjà formidable pour moi parce que c'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment projeter, s'il vous plaît, en sortant de cette salle, un visage extrêmement positif et inciter vos enfants à aller dans ces métiers. Ça, c'est vraiment mon message quotidien. Et puis, d'être dans les territoires. On a beaucoup de demandes de développer Hectare dans les territoires et à l'international. On doit déjà écrire notre première histoire, j'allais dire, et cette première étape-là. Et ça serait déjà une belle réussite pour ce projet-là. Voilà, augmenter son impact. Je crois qu'on est tous là pour démultiplier notre impact et engager les prochaines générations à reprendre ce flambeau des modèles transformateurs. Merci. Lucie, ce serait quoi, ça va être quoi la suite pour Too Good To Go ? Il y a plein de choses. Je pense que, je peux parler de la suite pour Too Good To Go, mais moi je pense que Too Good To Go, c'est avant tout, au-delà de la lutte anti-gaspi, c'est l'idée de repenser un peu le modèle de l'entreprise vers une entreprise qui prend vraiment pleinement son rôle sociétal. Et moi, un futur qui me donne envie, c'est un futur où tout le monde s'y met ensemble et on avance vraiment, quoi. En fait, il est temps d'y aller. Je pense qu'on s'en rend tous compte qu'il y en a encore qui rechignent à y aller et que, pour revenir à la question de tout à l'heure, je pense que c'est pas l'un ou l'autre. Je pense que et entreprise, et citoyens, et politique, on a besoin de tous avancer dans la même direction et d'y aller vite parce qu'il y a urgence. Et donc, nous, avec Too Good To Go, c'est ce qu'on va continuer à faire. À la fois mêler les actions très concrètes de simplement permettre à un maximum de gens aujourd'hui de sauver un repas au quotidien et que, en fait, ça devienne facile de faire des actions positives aussi, tout en continuant à aller vraiment challenger les entreprises avec qui on travaille pour qu'elles aillent bien plus loin que juste dire ouais, on a sauvé 5 millions de repas avec Too Good To Go, génial, mais qu'est-ce que vous faites pour ne même plus avoir à utiliser Too Good To Go parce que vous aurez repensé votre façon de gérer l'alimentaire. Nous, on dit toujours que notre rêve, c'est que Too Good To Go n'ait même plus besoin d'exister, tu vois. Voilà. Et puis aussi de travailler avec les politiques, d'aller porter les bonnes pratiques que nous, on arrive à mettre en place avec les acteurs du terrain, de les amener sur la table des politiques pour qu'ils en fassent la norme et que la réglementation s'en mêle aussi parce que effectivement, on a le principe de pollueur-payeur et qu'on aille s'attaquer aux vrais pollueurs, qu'on ait des vrais
une triple comptabilité aussi, où on demande à chaque entreprise de faire vraiment son bilan, non pas uniquement économique, mais aussi écologique et social, et que, en fait, quand on fait des choses mauvaises pour la société, on commence par payer des amendes, c'est une première chose, mais ça suffit pas. L'idée, c'est qu'après, on soit vraiment contraint de changer la façon dont on fait les choses. Donc je pense que, l'idée, c'est qu'on puisse accélérer au mieux en le faisant les uns avec les autres. Et Too Good To Go, le rôle de cette entreprise, c'est de montrer que c'est possible et de donner de l'espoir à toutes les autres entreprises pour qu'on s'y mette tous, quoi. Voilà. Merci. Laetitia, la suite. Alors la suite, donc c'est marrant, moi je suis venue parler cosmétique, salle de bain, mais je vais vous parler agriculture pour la suite. Ah. Donc c'est assez dingue de voir que non, on est raccord. Donc la suite, c'est qu'aujourd'hui, on a été copié de manière pléthorique sur tout ce qui est solution zéro déchet pour la salle de bain. C'est parfait. Là, ce qu'on est en train de créer sur l'écolieu, c'est un modèle qui soit lui aussi reproductible, avec donc un jardin, un maraîchage en permaculture, sur une technique de sol vivant. Il y a un stand à l'entrée si vous voulez aller vous renseigner. Je crois avoir vu ça tout à l'heure en arrivant. Donc du maraîchage sur sol vivant sur lequel on salarie un vrai maraîcher pour alimenter un restaurant d'entreprise sur lequel on salarie d'autres personnes, que ces deux modèles soient deux sociétés différenciées de l'Amazona, qu'on puisse en montrer les bilans, montrer que ça fonctionne. Ce n'est pas une idée un peu loufoque sous subvention de l'Amazona, c'est bien un business model qui roule, qui tient la route. Et comme ça, le réel n'aura aucune excuse pour ne pas nous copier là-dessus demain et donc cultiver en local, en bio, de l'autre côté de la porte, la nourriture des salariés. Mais on répond là aussi à un bel enjeu écologique. Bravo. Alexis, la suite pour Ulteria. La suite pour Ulteria, en fait, je dirais qu'Ulteria n'est qu'un prétexte. Enfin, notre entreprise, ce qu'on fabrique, et je me rapproche beaucoup de ce que Lucie a dit. Moi, le futur, il va falloir un changement systémique, un changement vraiment du modèle, un changement des règles du jeu. Je vais vous donner un petit exemple que je prends souvent en ce moment. Vous mettez à jouer au Monopoly Gandhi et Mère Teresa. Et les règles du jeu font que Mère Teresa, elle va mettre 3 hôtels sur rue de la Paix et elle va vouloir que Gandhi dépose le bilan. Alors que c'est des personnes qui sont plutôt, on peut se dire, c'est des bonnes personnes, quoi. Donc le modèle actuel, il est en fin de vie. Tout est axé sur l'écologie, en fait. Quand on dit l'écologie, on entend souvent environnement. Non, moi, l'écologie, c'est l'homéostasie, c'est l'équilibre du milieu intérieur. C'est un mélange de finances, qui a juste comment on échange, de finances, de social, l'homme, et puis prendre soin de l'environnement. Et comment, voilà, moi, mon souhait, c'est qu'Ulteria participe à ce changement de règles, peut-être par une partie sûrement un peu inspirationnelle, mais il y a un vrai sujet politique de triple comptabilité, etc., pour que les externalités positives et négatives sur l'aspect social et environnemental soient prises en compte, et non pas uniquement le financier. Merci. Demain Nord6, c'est ça? Ouais, t'as bien deviné. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, avec le comité de direction, on a fait un exercice assez intéressant qui était de se dire c'est quoi Nord6 en 2050 dans un monde à 2 degrés. C'est une méthode qui s'appelle ACT, qui a été créée par l'ADEME, que je peux conseiller vivement parce que c'est vachement intéressant. Donc on s'est dit on est quoi en 2030, en 2040, en 2050. Ce que je peux dire, il y a l'aspect métier, mais ça pour l'instant je le garde pour moi. Ce que j'aimerais plutôt partager, c'est que, en fait, ce qui aujourd'hui est intéressant, c'est que sans aucune démarche commerciale, on a des boîtes qui viennent nous demander de les aider à se transformer, alors que ce n'est pas notre métier. Pourquoi? Parce que Nord6, c'est une entreprise qui est née il y a 28 ans, qui fait 700 personnes, qui n'est pas née d'une idée de durabilité. Je veux dire, quand on est Too Good To Go, l'Amazona, il y a un projet limpide qui est un monde durable. Quand on est Nord6 du service numérique, où on développe des logiciels en logistique pour l'assurance maladie ou pour aider les énergéticiens comme Enercop. On le fait aujourd'hui de plus en plus pour ces raisons-là, mais au départ, ce n'était pas forcément le projet. Donc en fait, on fait la preuve qu'on peut basculer. Et en plus, on est en train de faire la preuve que ça marche, parce qu'en temps de crise, on fait une meilleure croissance que le secteur. On a un turnover 2 fois moindre que le secteur. Donc même au niveau économique, ça marche. Donc Nord6 demain, c'est accélérer ça. C'est presque paradoxal, mais je pense que si on continue de grandir humainement, grandir en dimension, on intéressera encore plus d'entreprises et de grosses
qui se diront est-ce que c'est pas vers ça qu'il faut que j'aille. Et après, qu'ils fassent Bicorp, perma-entreprise ou autre chose, j'en ai strictement rien à faire, tant qu'ils engagent une vraie bascule. Et puis, tu m'as qualifié d'utopiste tout à l'heure, ce qui est assez vrai, mais j'aime bien ajouter réaliste quand même derrière. Donc, vous comprenez qu'on essaie de le rendre réaliste, tout ça, avec Norcis et d'autres, et au sein de Bicorp. Il y a une utopie, par contre, là, qui est totale, que j'ai envie de partager avec vous. J'ai un vrai rêve, c'est que demain, TikTok devienne le réseau des anti-influenceurs qui ne font plus que de l'influence en sobriété. Putain, ça serait bien. Alors, je sais que c'est un projet qui est en cours de développement par certains acteurs de l'ESS de faire un Twitter de l'engagement. Je ne dirai pas de nom parce que ce n'est pas encore sorti, mais c'est en cours de développement. Comme il nous reste 5 minutes, on va tenter une chose, c'est que je vais vous demander de leur donner, à vous tous dans la salle, un conseil très pratico-pratique. On est vendredi, donc il y a un petit week-end pour réfléchir à tout ce qu'on a appris. Lundi matin, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quel serait le conseil, le dernier conseil, le seul conseil que chacun et chacune vous pourriez leur donner pour se mettre en mouvement dès lundi matin? Et si on a le temps, dans les 5 minutes qui restent, on prendra une dernière question. Allez, qui a envie de partager un conseil? Là, c'est du concentré d'intelligence maintenant, pour lundi matin. Je sens qu'on ne va pas se bousculer sur celle-là. Mais oui. Et là, je suis content d'être à ma place. Bon, moi, j'en ai un fastoche pour le coup. Allez. Alors, j'ai compté pendant qu'on discutait, on est 163 dans la pièce. Si je retire 3 personnes qui ne doivent pas beaucoup se laver les cheveux, ça fait 160. Je me sens un peu visée, Laetitia. Ça fait 160. Un shampoing solide, c'est 2 flacons en plastique. Donc si chacun d'entre vous remplace son shampoing classique s'il n'est pas déjà solide, ça fait 300... Je me perds. 320 flacons en plastique évités si juste chacun d'entre nous, là dans la pièce, on remplace un shampoing solide. On utilise un shampoing solide à la place d'un flacon en plastique. Vous en trouvez partout, dans tous les magasins, à tous les coins de rue. Ça ne va pas être compliqué à trouver ce week-end. Et c'est quand même l'équivalent d'une palette de plastique qu'on aura évité, tous ensemble. Et donc le mot de la fin, je te laisse le lire. Pour moi, en tout cas. Non, alors tu vas le lire parce que j'arrive pas à le lire. Il a voulu s'entraîner avant, mais on n'a pas réussi. Pas réussi. Donc là, c'est tatoué supercalifragilisticexpialidocious. Pour moi, ça veut dire tout va bien se passer, mais il va falloir qu'on y mette les moyens. Merci. Vous avez eu 1 minute ou 2 pour réfléchir à un conseil? Moi, pas mieux. Pas mieux? Non, pas mieux. Un truc concret pour lundi matin. Même simple, une première marche, une petite étape, quelque chose. Que ce soit pour les gens qui travaillent dans un grand groupe ou qui ont leur propre boîte ou qui veulent monter leur propre boîte ou qui sont étudiants. Je me tourne vers Audrey, du coup. Non, mais si je reprenais, ça serait forcément d'aller dans une ferme, se renseigner sur un produit et de faire vos courses et de parler à un agriculteur, demander juste ce qu'il a sur le quotidien, même en termes d'investissement. Moi, on sous-estime complètement le rôle entrepreneurial de ces métiers-là. Donc ça, c'est assez facile. C'est même dès ce week-end, parce que souvent, beaucoup font des ventes à la ferme, etc. Ce serait mon premier conseil. Et de dire, peut-être, le conseil que j'ai eu quand j'ai fondé Hectare, c'est-à-dire je voulais agir, mais je ne voulais pas me perdre. Et je crois qu'il y a aussi ce sur quoi, quand on entreprend ou dans la transition, ce sur quoi on ne veut pas déroger à titre personnel. Et je crois que là, c'est aussi important quand on est dans une entreprise de dire est-ce que ça correspond vraiment à ce que j'ai au fond de moi à un moment donné. Je crois qu'il faut être ici, ce qu'on ressent dans les personnes qui se sont exprimées, c'est un certain alignement. Je ne l'ai pas toujours été dans ma carrière professionnelle. Et je trouve que c'est aussi se poser la question dans son rôle, quel qu'il soit dans l'entreprise. Est-ce qu'on se sent le lundi matin, quand on va dans son rôle et qu'on prend son costume, comme une personne alignée? J'ai la chance, depuis que j'ai fondé Hectare, de l'être. Alors, je n'ai pas choisi la route la plus simple, mais je crois que c'est important à un moment donné. On peut toujours se trahir, toujours se dire que le lundi matin, on y va parce que c'est confortable. Mais on a une chance incroyable, c'est qu'il y a des opportunités dans plein d'entreprises, les nôtres, mais aussi toutes celles qui sont dans les modèles transformateurs, et on a le choix. Voilà, on peut toujours se conforter de ne pas agir et chaque lundi matin, partir un peu mieux dans son alignement personnel, je pense que c'est important. Lucie aussi a réfléchi entre-temps. Oui, non, mais parce que si on peut en donner plusieurs, c'est déjà plus simple. Non, mais la première chose auquel j'ai pensé, c'est de peut-être un peu réfléchir aux incohérences auxquelles vous faites face au quotidien.
et peut-être se dire ce mois-ci j'en supprime une. Et ça peut être, je sais pas, d'aller au boulot tous les jours en voiture alors que vous pourriez y aller en vélo si c'est possible. Ça peut être de manger de la viande rouge à tous les repas alors que finalement on s'en sort plutôt bien quand on n'en mange pas. Ça peut être de toujours pas avoir testé le shampoing solide alors que finalement on s'en tire bien aussi. Ça peut être le nombre de plastiques auxquels vous êtes confrontés tous les jours. Enfin un peu, en fait... Et après, je me suis dit que c'était pas sympa de vous donner ce conseil parce que quand on sort de sa liste d'incohérences, on est plutôt déprimé qu'autre chose. Mais je pense qu'on a parlé tout à l'heure de radicalité et je pense qu'elle est importante dans les enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui. Mais moi, j'avoue que les petits pas, ça m'aide aussi un peu à garder espoir. Donc, je pense que l'un ne va pas forcément sans l'autre. Et si vous listez toutes les incohérences et que vous en choisissez peut-être une par mois que vous avez envie de supprimer, bah, c'est peut-être ces petits pas aussi qui vous donneront l'impression d'aller dans la bonne direction. Et moi, en tout cas, ça m'aide de me dire, en fait, on ne peut pas tout changer non plus du jour au lendemain. Parce que c'est juste, en fait, on a grandi avec des règles du jeu différentes de celles qu'on a aujourd'hui. Donc peut-être que ça aide aussi à se sentir mieux si on se dit, au moins, je fais ma part, comme le mouvement Colibri, et j'avance petit à petit vers un quotidien avec lequel je suis effectivement plus en alignement. Je partage tout à fait cette idée de se sentir aligné avec ses valeurs dans son quotidien. Et donc, peut-être que ça, c'est une bonne idée pour y aller de petit à petit. Et puis, une autre idée quand même très concrète, parce que mon thème, ça reste le gaspillage alimentaire et que je pense que c'est une des plus grosses absurdités auxquelles on fait face aussi. C'est, je ne sais pas combien d'entre vous font la différence entre les différents types de dates de péremption. Mais en fait, regardez sur vos produits, peut-être aujourd'hui, faites l'exercice. Il y a des dates qui sont à consommer jusqu'au. Et là, effectivement, c'est un critère d'hygiène auquel il faut faire attention. Mais il y a tout un tas de produits qui ont des dates à consommer de préférence avant le. Et alors là, c'est vraiment une idée de qualité, mais pas du tout d'hygiène. Vous pouvez encore tout à fait consommer le produit après la date. Le produit est même commercialisable 3 mois après la date. Donc là, vous pouvez tout à fait y aller. Mais comme personne ne fait la différence, eh ben, en supermarché, on retire tout simplement, quel que soit le type de date. Donc voilà, il y a 50% des Français qui ne font pas la différence et c'est responsable de 20% du gaspillage alimentaire en Europe. Donc si maintenant on a 163 personnes, parce que même les personnes qui n'ont pas besoin de shampoing peuvent faire la différence, on sera déjà plus avancé. Donc voilà le petit conseil. Et ben, il va être l'heure de conclure, à moins que Alexis, tu aies entre-temps un éclair de génie sur une action à... Ouais. Ah, voilà. Non, j'ai pas eu un éclair de génie, mais je me suis dit que la tentation de la montagne qui nous attend là, c'est de chercher un peu le grand soir, donc le truc extraordinaire à faire, je change ma vie, je fais des études de coach et puis je repars dans je sais pas quoi, etc., etc. Et moi, je crois que là où on est, tranquillement, regarder dans mon entreprise, dans mon quotidien, avec ma famille, avec mon conjoint, mes conjoints, enfin bref, peut-être pas mais inclusif. Je m'emballe là, je m'emballe. Mais là où nous sommes, qu'est-ce qu'on peut faire de petits pas tout simples, quoi. Voilà. Et je trouve il y a les deux, il y a la radicalité, c'est important, mais tranquillement, en restant en paix avec ses idéaux, et faire quelque chose de tout simple. Merci. Bah, pour synthétiser tout ce que vous venez de dire, en vous écoutant, je me suis dit qu'on fasse du coup un lundi matin, on devienne des radicaux hyper engagés ou qu'on fasse des petits pas. Et comme il est toujours de bon ton de finir par une citation de quelqu'un de plus intelligent que soi, je vais citer Goethe pour finir. Donc, ouais, après comme ça, je suis tranquille. Vous ne pouvez pas être contre, a priori. Donc, qu'on veuille faire de la radicalité ou une politique des petits pas, le point commun entre ces deux, pour moi, c'est l'action. En tout cas, notre devoir, c'est d'agir, de faire ce pas radical ou petit. Parce que Goethe nous avait dit que l'action porte en elle la grâce, le pouvoir et la magie. Tu peux le redire, j'ai pas entendu. Goethe nous avait dit l'action porte en elle la grâce, le pouvoir et la magie. C'est beau. Nicolas. Vous pouvez les applaudir bien fort. Nicolas, une dernière chose, s'il te plaît. On vous a posé une question en début de conférence, je vais vous la reposer. Qui pense ici qu'il vaut mieux un peu de radicalité ou des petits pas pour commencer ? Ça hésite encore. Les deux. Et alors, Nicolas, tu as fait une brillante démonstration de ce qui se passe souvent en entreprise, c'est qu'on avait bien préparé cette conf, tu avais un conducteur, on n'a rien respecté, ouais. Et ça s'est bien passé quand même. Ouais. Alors vous pouvez applaudir Nicolas, parce que c'était sa première modération, bravo. Ouais.
C'est Monsieur Jourdain du journalisme en fait. Ah non, ce ne sera pas mon métier. Je crois qu'il faut du coup laisser la salle maintenant et aller déjeuner peut-être, je ne sais pas. T'as fait ça toute ta vie toi?